a compris, donc l'agriculture est rentrée dans l'ère du big data. Voilà. Donc précision, suivi des pratiques, réduction des coûts. On est en pleine transition en ce moment au niveau de l'agriculture. Et évidemment, cette transition a un impact, a pour but l'impact environnemental. Et le monde de l'environnement est lui-même aussi en train de vivre une transition. Alors, je vais demander à nos panélistes de venir s'asseoir. Laetitia et Antoine, merci. Voilà, donc je continue. Donc, est aussi en pleine révolution. Je vais vous donner. On a aujourd'hui besoin donc de données dans le domaine. On a besoin donc de données dans le domaine de l'environnement, de données pour piloter, de preuves évidemment. Et ça pour une raison assez simple en fait. Il faudrait éviter que cette transition soit, excusez-moi le jeu de mots, mais en fait un feu de paille et que tout ça ne soit que du greenwashing. Je vais vous donner 2 chiffres. Le premier qui concerne les allégations environnementales en général. La DGCCRF a réalisé une enquête auprès d'entreprises, sur 1000 entreprises, et 25% d'entre elles avaient des allégations environnementales infondées. Voilà. Dans le domaine de l'agriculture, qui nous concerne plus, on estime que 2/3 des entreprises qui ont des allégations qui portent sur l'agriculture régénératrice reposent sur aucun indicateur. Et donc là, il y a un vrai risque, en fait. Un risque que finalement, ce soit donc une transition qui ne s'opère pas réellement. Et là, maintenant, la réglementation est en train d'opérer et de nouvelles lois sont en train d'arriver qui vont probablement transformer, en fait, ce reporting environnemental. Et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Dans quelle mesure, en fait, ces nouvelles lois, mais aussi ce besoin de données, ces preuves d'impact sont de nature à accélérer la transition agricole. Et pour ça, donc, j'accueille sur ce panel Antoine Cady. Donc, je commence par les hommes, une fois n'est pas coutume. Il n'y en a qu'un seul. Directeur scientifique de CDC Biodiversité. Aurélie Lustenberger, vous êtes directrice de la performance des entreprises. Magda Carrasco, directrice adaptation au changement climatique au sein du département des initiatives stratégiques de la recherche et l'innovation chez L'Oréal. Et Laetitia Delay, directrice du développement durable du groupe Rémy Cointreau. Merci à tous d'être avec nous ce soir. La première question, elle va être pour Aurélie Lustenberger, donc de Capgemini. Alors, pourquoi est-ce que ce besoin de données dont on parlait tout à l'heure a toujours été aussi important dans le domaine de l'environnement ? Effectivement, alors il a toujours été important, mais il le devient de plus en plus. Et pour moi, il y a 2 aspects. Un premier qui se rapproche vraiment de ce que disaient les panélistes précédents sur le pilotage de son impact ESG. Et pour toutes les entreprises aujourd'hui, et le secteur agricole est vraiment au début de la chaîne, en fait, par le fait que c'est un fournisseur de matières premières, les entreprises vont devoir maintenant piloter de plus en plus finement leurs impacts parce qu'elles se sont donné des engagements. Et des engagements publics, des engagements validés, SBTI ou autres standards. Ça, c'est le premier point, donc le pilotage de mes impacts. Et le deuxième, ça va être la réglementation. Comme vous le mentionnez, ça arrive de plus en plus. Rien n'est contraignant aujourd'hui, on ne parle pas d'amende ou ce genre de choses, mais la réglementation est de plus en plus importante. L'Europe en tête de pont, bien évidemment, et on parle de du futur reporting CSRD, donc la nouvelle directive européenne sur le reporting ESG. Des lois aussi aux États-Unis, en Californie notamment, et dans d'autres plaques géographiques. Et ça oblige aujourd'hui les entreprises à ce qu'on appelle discloser, donc reporter publiquement, des indicateurs qui vont être standardisés. Bon, ça, c'est un grand progrès, mais qu'elles ne disclosaient pas forcément avant, qu'elles ne reportaient pas forcément avant. Et sur toute leur chaîne de valeur, jusqu'à des fournisseurs, alors leurs fournisseurs forcément de premier rang, mais qui doivent remonter normalement la chaîne jusqu'au début. Peut-être pour ceux qui sont un peu plus éloignés du reporting environnemental, on peut expliquer en fait ce que sont ces lois. On les a citées aussi rapidement tout à l'heure. Donc la CSRD par exemple. Donc c'est une directive, c'est la corporate social directive. Ça va être une obligation qui rentre en vigueur 2024, mais pour un premier reporting en 2025, au niveau des entreprises européennes, avec quelques critères que je vous passerai, mais qui va concerner à terme 50 000 entreprises, qui vont être obligées de reporter publiquement et sous format standardisé à peu près
maximum 1000 data, on va dire 1000 indicateurs, si je fais simple, dépendra de la taille de l'entreprise et de certains critères, mais vont être obligés de reporter ces indicateurs publiquement dans leur reporting extra-financier. Elles reportaient déjà un certain nombre de choses, elles devront reporter beaucoup plus et de manière obligatoire. Est-ce que cela a un impact direct sur le monde agricole? On parle du scope 3, donc la chaîne va remonter sur la chaîne de valeur, c'est ça? Exactement. Alors, effectivement, le secteur agricole est au début de la chaîne, en fait. Donc, ça va être pour toute grande entreprise ou toute entreprise qui va consommer ou vendre des produits transformés de matières agricoles, ça fera partie, effectivement, du scope 3, donc des émissions indirectes de cette entreprise-là. Et alors, dans un monde idéal, aujourd'hui, on montrait la chaîne de fournisseur en fournisseur jusqu'à l'agriculteur, ce qui n'est pas encore le cas aujourd'hui, mais l'impact des produits achetés, donc par rebond et jusqu'au début de la chaîne, jusqu'à l'agriculteur, doit être reporté dans ce fameux scope 3 en fait. Donc le scope 3 amont sur vraiment l'achat de produits à des fournisseurs. Et donc aujourd'hui, ce qu'on voit, et ce qui est en dehors du réglementaire, et c'est ça qui est extrêmement encourageant, c'est qu'il y a des entreprises qui vont calculer ce fameux scope 3, non pas juste en prenant les données de leurs fournisseurs directs de rang 1, si je puis dire, mais en allant chercher des données de fournisseurs de rang 2, de rang 3, et donc en allant chercher plus loin dans la chaîne, plus haut, plutôt dans la chaîne de valeur. Et ça, le premier problème, c'est la disponibilité des datas, et on en parlait tout à l'heure. La disponibilité de la donnée. Est-ce qu'on est capable à peu près aujourd'hui de mesurer justement, on parlait de 60% de l'impact est lié en fait au secteur agricole pour les entreprises. Il y a plusieurs chiffres qui circulent. Antoine, comment est-ce qu'on est capable d'estimer en fait le poids de l'agriculture dans l'impact environnemental? Waouh. Grande question pour un directeur scientifique. Je peux mettre un peu le désordre parce que c'est très intéressant effectivement l'accélérateur que va constituer la CSRD, mais il y en a d'autres. Et fort heureusement, il y a quand même le fait qu'un certain nombre d'entreprises commencent à comprendre qu'à la racine, l'état de la biodiversité, c'est quelque chose dont il faut se préoccuper. Et donc, sans avoir la contrainte réglementaire, vont chercher un peu l'information. Il y a quand même la pression, je veux dire, des parties prenantes, consommateurs, ONG, etc., qui vient aussi attraper peut-être d'autres parties du secteur. Et puis, évidemment, casquette de caisse côté établissement public, investisseur majeur s'il en est. La question de l'article 29, les investisseurs, eux, c'est pas quelque chose qui est devant eux, c'est quelque chose qui est déjà derrière, c'est la deuxième année qu'ils sont dans l'obligation de reporter. Et donc en fait, un investisseur, quand il se retrouve dans cette situation, qu'est-ce qu'il fait? Il renvoie la pression sur les entreprises dans lesquelles il investit, etc., et ça remonte la chaîne. Donc effectivement, pour toutes ces raisons, il devient extrêmement important de pouvoir se doter à la fois des données et en même temps des outils, à terme des standards, pour répondre à ces questions. Alors, sur la part de l'agricole. Je ne peux pas répondre à cette question, et pour une raison bien précise. Avec le Global Biodiversity Score, donc l'outil dont vous avez certainement entendu parler, qui permet de faire l'équivalent du bilan carbone pour la biodiversité, on utilise un modèle Globio, qui fait le lien entre les pressions et les pertes de biodiversité. Nous, on y a rajouté une brique qui permet de faire le lien entre l'activité des entreprises, les pressions, donc entre les pressions derrière et la perte de biodiversité. Je ne vous embête pas avec nos histoires, une métrique unique, les MSA, kilomètres carrés, etc. Vous avez ça sur notre site internet dans nos différentes publications. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a lancé une version 1.0 il y a 3 ans maintenant, que depuis donc 3 années se sont écoulées. On considère qu'on a terminé ce qu'on appelle nous notre phase pilote, c'est-à-dire qu'on a aujourd'hui une 60aine de multinationales en France, en Europe et dans le monde qui se sont prêtées au jeu du bilan biodiversité avec le Global Biodiversity Score. Certaines d'ailleurs, comme Schneider Electric, l'ont fait 2 fois. Et ça me fait tout à fait plaisir d'être à la tribune avec des entreprises qui nous ont fait confiance. Et en fait, les secteurs d'activité qui sont le plus mobilisés ne sont pas ceux qui sont forcément, je dirais, mais c'est peut-être un peu naturel, les plus impactés. Voilà, donc il y en a quelques-unes qui ont quand même essayé, mais c'est souvent celles qui sont à l'avant-garde, et c'est peut-être pas pour rien qu'elles ont le micro ce soir. Mais peut-être les plus impactantes, aujourd'hui, en fait, elles savent très bien que la relation à la biodiversité quand on est dans le monde de l'agroalimentaire, il est extrêmement important. Pourquoi? Parce que la première pression qui s'exerce sur la biodiversité, c'est le changement d'usage des sols. Et donc, évidemment, les pratiques agricoles sont, après la fragmentation et l'artificialisation, des pressions majeures. Et que de fait, l'ardoise va être lourde. Voilà. Donc, c'est pour ça que je ne peux pas répondre à la question. Après, une fois que j'ai dit ça, effectivement,
60% du PIB mondial repose sur les services environnementaux fournis par les écosystèmes et sur un territoire comme le nôtre, il me semble qu'à peu près 2/3 du territoire est cultivé, forestier ou agriculture. Dans un instant, donc on va justement pouvoir illustrer ces changements avec L'Oréal et le groupe Rémy Cointreau. Une dernière question, Aurélie. Justement, aujourd'hui, vous dites la difficulté, c'est d'obtenir ces données, c'est d'obtenir ces preuves. Comment est-ce que vous faites il y a le Global Biodiversity Score pour la biodiversité, pour d'autres secteurs. Comment est-ce que vous faites pour remonter en fait ces chaînes d'information? Alors effectivement, aujourd'hui, et on se reparle dans 10 ans, je dirais sûrement plus la même chose, mais aujourd'hui, on va utiliser à la fois alors, des données disponibles, parce que certaines entreprises mesurent déjà très bien un certain nombre d'indicateurs. C'est comme on disait juste avant, en fait, le panel juste avant, parfois c'est très compliqué ou trop coûteux. Dans ce cas-là, en fait, il va y avoir on va utiliser des données qui sont des estimations globales, on appelle ça des proxys, soit des moyennes qu'on passe que dans on va le faire par secteur, par exemple, par type d'exploitation ou ce genre de critères, soit, on en parlait aussi un peu avant, avec de l'intelligence artificielle. Et on va arriver à faire des modèles aujourd'hui qui, quand on les backteste, un gros mot, quand on va a posteriori les tester par rapport à la réalité, commence à être très performant et on se rapproche vraiment alors on prend le CO2 parce qu'aujourd'hui on est quand même, enfin nous, nos clients, et ça commence à changer, mais les premiers impacts qui ont été calculés, c'était le CO2, les émissions CO2, et maintenant on passe à la biodiversité, à l'eau, à la pollution, donc à d'autres indicateurs. Mais typiquement sur les CO2, on a des modèles qui vont être très puissants pour faire des approximations quand il nous manque la donnée. Et ça, c'est quand même, voilà, on se rapproche quand même de la réalité. Quand on ne peut pas avoir la vraie donnée, parce que mettre des sensors, des capteurs, c'est trop cher, trop compliqué, pas faisable, on trouve quand même d'autres moyens aujourd'hui et on développe des modèles justement pour nos clients pour ça. Alors justement, on va passer donc la parole au groupe Rémy Cointreau. Alors le groupe Rémy Cointreau, vin et spiritueux, vous pourrez imaginer que vous avez une traçabilité complète de vos fournisseurs, les vignobles on sait à peu près, mais 50%, vous avez déjà ce qui est énorme, 50% quand même de vos approvisionnements qui sont tracés. Comment est-ce que vous avez pris ce sujet en fait de l'impact environnemental ? Alors effectivement, nous, notre empreinte environnementale, c'est à peu près 20 000 hectares. Et sur ces 20 000 hectares, il y a 10 000 hectares dont on connaît finalement les agriculteurs et les viticulteurs. Donc on pourrait penser que ça aide. Oui et non. En fait, ce que l'on a fait, c'est qu'effectivement, je dirais qu'il y a un peu moins de 10 ans, on a voulu les engager déjà en les incitant à aller vers des certifications. Parce que je dirais que c'est un peu l'étape 1 de la transition. Et puis ça, c'était vrai d'ailleurs sur l'empreinte sur l'ensemble de notre empreinte environnementale, pas juste ceux que l'on connaît. On essayait aussi d'aller sur cette démarche générale. Mais bon, après voilà, une fois qu'on a dit ça, on sait très bien que c'est pas parce qu'on est certifié HVE qu'on est forcément prêt à gérer 2-3 degrés de plus, un dérèglement climatique. On n'est pas adapté forcément. Donc effectivement, on s'est dit qu'il fallait aller beaucoup plus loin, que c'était un enjeu existentiel pour le groupe. Parce qu'en fait, on a la caractéristique qui est que, si je prends l'exemple du cognac, le cognac, ce sont des grains de raisin qui viennent de l'AOC Cognac. Si je vais chercher mes grains de raisin ailleurs, c'est du brandy, c'est plus du cognac. Donc je suis liée à un terroir et par définition, ce terroir s'impose à moi, donc je ne peux pas en changer. Donc ce terroir, il faut que je sois force et que je sois moteur pour l'emmener dans cette transition, pour qu'il s'adapte. Donc finalement, on est arrivé à cette conclusion assez rapidement. C'est que finalement, la certification, c'est bien, mais ce n'est pas suffisant. L'obligation de moyens, il faut une obligation de résultat, finalement. Et donc c'est pour ça qu'effectivement, nous, on s'est rapproché effectivement de Genesis pour commencer à faire un état des lieux de la santé de nos terroirs. Donc on a commencé effectivement par approcher je dirais un certain nombre d'agriculteurs et de viticulteurs, donc à Cognac, une quarantaine d'exploitations, et puis dans les Alpes, au domaine des Hauts-de-Glace, où là on cultive des céréales. Et puis effectivement, on a commencé à faire de la mesure d'impact. Et pour être très honnête avec vous, quand on s'est rapproché d'eux, moi j'avais un peu peur en me disant...
vont me voir arriver de Paris avec justement pas mes gros sabots, hein, mes escarpins, hein, pour faire de la mesure d'impact, je me suis dit, et ben finalement, j'ai eu un très bel écho, dans le sens où finalement, ceux qui, comme au domaine des Hauts-de-Glace, sont régénératifs depuis 10 ans, ils n'avaient qu'une envie, c'est que finalement, on mesure l'impact de tout ce qu'ils avaient fait jusqu'à maintenant, puisqu'il n'était pas le cas, hein, puisque ça n'existait pas forcément. Ces mesures, ça reste très récent dans l'absolu. Et puis ceux à Cognac qui avaient envie justement d'améliorer leurs pratiques agricoles, ils étaient extrêmement preneurs de données pour savoir finalement quel était le point de départ et où ils pouvaient s'améliorer. Donc finalement, ce que je veux dire par là, c'est qu'on a commencé par un groupe pionnier, parce que c'est comme ça qu'on procède en général, par échantillon, et puis avant de passer, je dirais, à une étape 2 de passage à l'échelle. Est-ce que ça veut dire que maintenant les agriculteurs en fait préfèrent être un peu plus, juger, le mot est un peu fort, mais sur les résultats plus que sur les moyens? Accompagner sur... Oui. Disons qu'aujourd'hui, il y en a quand même une partie non négligeable qui sont extrêmement lucides, qui sont dans cette notion de transmission de leurs terres, qui sont très attachés à leur patrimoine et qui sont extrêmement à l'écoute justement sur ces nouvelles pratiques agricoles. Aujourd'hui, on a beaucoup de solutions. Donc c'est pas 100%, hein, mais effectivement, je pense qu'aujourd'hui il y a un fort intérêt, et c'est ce qu'on a ressenti clairement quand on les a approchés pour initier cette démarche. Est-ce que ça a entraîné une transformation même de l'entreprise? C'est-à-dire, vous le disiez juste avant, vous-même vous venez de la finance, avant de passer en fait à l'environnement. On s'approche de problématiques agronomiques. Est-ce que ça a un impact même sur les personnes qu'on recrute? Oui, en fait, ça a été la rencontre de deux visions justement. Ça a été la rencontre d'une vision un peu globale, macro, donc la mienne qui était de dire, pour pouvoir pérenniser la valeur dans le temps de l'entreprise, hein, il faut qu'on sécurise notre approvisionnement. Et puis, je dirais que effectivement, ça a été un bout de la chaîne, et l'autre bout de la chaîne, c'est on doit accompagner sur le terrain les viticulteurs, et donc on doit avoir des KPIs, des données précises, de la connaissance, hein, c'est ce qu'on a évoqué. On a besoin de cette connaissance qu'on avait très peu. Enfin, faut le dire aujourd'hui. Enfin, jusqu'à maintenant, cette agriculture, elle était un peu hors sol. Donc, il faut désapprendre pour réapprendre, et pour réapprendre, il faut de la connaissance. Et donc, voilà. Je pense que c'est pour ça que finalement, toute cette notion de reporting, on peut faire un lien, je pense, aussi avec cette envie de faire évoluer les choses sur le terrain. Transformer le reporting en action de terrain. Oui, alors après, c'est tout l'enjeu. Hein. C'est ne pas non plus passer trop de temps à faire du reporting et rester sur le terrain. Mais je pense qu'on en parlera peut-être après. Et Magda, alors là, on va parler du groupe L'Oréal. Le groupe L'Oréal, une autre complexité. Ce qu'on disait, c'est que Rémy Cointreau, 50% quand même était tracé. Le groupe L'Oréal, vous vous approvisionnez partout dans le monde, et souvent avec des fournisseurs. Vous ne connaissez pas en fait, évidemment, l'agriculteur de départ. Il y a peut-être 2 ou 3 rangs entre ce fournisseur initial et vous. Comment est-ce que vous avez pris donc ce sujet ? Alors effectivement, quand on voit la complexité déjà pour Rémy Cointreau, là on commence à toucher du doigt un peu celle qui est la nôtre. Alors finalement, cette traçabilité et ces enjeux s'intègrent dans, comme on l'a dit tout à l'heure, comme Aurélie l'a mentionné, dans les engagements aussi des entreprises. Donc évidemment, on a un programme de développement durable, c'est L'Oréal pour le futur. Et quand on démarre ce programme, et je reviens juste là-dessus, finalement on engage la société dans sa totalité. Donc lorsqu'on parle de cette traçabilité, c'est pas pour une marque, c'est pas que pour la marque L'Oréal. Si toutes mes fiches tombent par terre, je suis pas sûre de m'y retrouver. C'est pas que pour la marque L'Oréal, mais c'est bien pour la totalité du groupe. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est 36 marques internationales, c'est des marques locales. Alors, parce que souvent on confond la marque L'Oréal et le groupe L'Oréal. Donc on parle de Maybelline qui est vendue en grande surface, on va jusqu'à Yves Saint Laurent dans le luxe, en passant par La Roche-Posay qui est vendue en pharmacie. Et donc quand on prend ces engagements et quand on part sur la transformation de l'entreprise, on a décidé, donc en 2013, d'accélérer et de se dire, voilà, on passe de faire mieux à faire ce qui est juste, ce qui est nécessaire, et en inscrivant toutes nos actions et tous nos indicateurs
sur les limites planétaires. Limites planétaires définies en 2009 par le Stockholm Resilience Center. Ça veut dire quoi derrière? C'est 26 indicateurs quantifiés, mesurés, reportés, donc on imagine tous les ennuis derrière. Par exemple, que 100% de nos biomasses, donc de nos plantes sourcées, sont tracées et sourcées durablement. Pour nous, c'est 343 espèces botaniques. C'est plus de 100 pays dans lesquels on se source. Donc vous multipliez ça par le nombre de fournisseurs, qui eux-mêmes ont des fournisseurs, et souvent on n'est pas en rang 2, on est jusqu'à rang 6, ce qui est plutôt très normal. Alors parfois un peu moins, parfois un peu plus. Voilà. Et là on commence à toucher du doigt cette complexité de traçabilité. Et quand vous arrivez donc à remonter cette chaîne de fournisseurs, donc à ce moment-là, donc se crée en fait un lien avec le terrain, avec les agriculteurs. Comment est-ce que vous les accompagnez? Vous m'avez parlé d'un projet dans le riz en particulier. Alors, déjà, est-ce qu'on est surpris déjà de voir L'Oréal en fait arriver dans un champ? Alors c'est un peu comme Rémi Cointreau, ça dépend. Il n'y a pas de réponse unique. Alors il y a des cas où c'est assez facile, la relation elle est directe, il n'y a qu'un intermédiaire ou deux, et là on passe toujours par nos fournisseurs. Donc l'exemple que vous avez en tête, c'est le riz. On a un accès direct là avec un fournisseur, le riz en Thaïlande. On a travaillé avec une ONG qui s'appelle Pure Projet. On a pu accéder aux 4 coopératives. On les a accompagnés sur des projets d'agriculture régénérative, d'agroforesterie. On a pu voir les impacts immédiatement. Donc là, c'est une traçabilité, c'est concret, c'est immédiat. Et puis il y a des cas beaucoup plus compliqués où cette accessibilité n'est pas possible. Alors je sais que ce n'est pas l'ingrédient le plus fameux de la planète, mais on utilise des dérivés de palme, d'huile de palme, et là c'est excessivement compliqué, parce qu'on est très très loin du sujet. Et pourtant on a tracé, alors là on utilise des tiers de confiance, parce que les fournisseurs du fournisseur, vous imaginez bien qu'il ne va pas vouloir qu'on sache exactement à qui il achète. Et donc on passe par des tiers de confiance pour décrypter complètement cette chaîne de valeur, et aujourd'hui on a tracé jusqu'au moulin, donc là où l'huile de palme est fabriquée, 90% de tous nos volumes. Et ça veut dire aujourd'hui que c'est 1009 moulins. Et si ça vous intéresse, la liste elle est publique et on la met à jour tous les ans. Et on a décidé de rendre ça complètement transparent pour les risques de déforestation notamment. Donc c'est faisable, mais c'est un boulot de dingue, quoi. J'en parle d'autant plus que c'est pas moi qui l'ai fait. Donc j'ai des collègues qui bossent très bien. Est-ce que parmi les difficultés que vous avez rencontrées justement, donc il y a la traçabilité, est-ce qu'il y a d'autres sujets qui ont été particulièrement difficiles? On en parlait, convaincre les fournisseurs, convaincre les agriculteurs, les accompagner, parfois aussi convaincre au sein de l'entreprise, organiser l'entreprise et mobiliser en interne. Et comment on fait pour mobiliser en interne? L'Oréal, vous avez... Alors, déjà un programme complet qui engage tout le monde, parfois des équipes dédiées lorsque c'est nécessaire, donc moi j'en fais partie. Et puis ces objectifs sur lesquels on est tous évalués. Et puis ça peut aller très loin puisqu'on va jusqu'à les bonus qui sont indexés sur les résultats de développement durable du groupe, pour ne citer qu'un exemple. Il faut parfois des objectifs contraignants en fait. C'est ces fameux 26 indicateurs qui nous drive et sur lesquels on doit reporter. Et voilà. Et comme on a cette obligation d'atteindre le 100% sourcing durable, je vous ai dit à 2030, ou 95% de nos matières premières qui seront soit renouvelables, soit circulaires, soit issues de minéraux abondants, parce qu'on a aussi des minéraux, ça c'est acté, c'est inscrit, et il faut les atteindre maintenant. Et c'est pour 2030 évidemment. Vous avez un point commun, vous avez toutes les deux commencé en fait il y a déjà 10 ans. Vos programmes de transformation, donc on peut dire que vous faites partie des précurseurs dans ce domaine. Aujourd'hui, on va aller chercher des entreprises qui n'ont pas encore travaillé sur ces reportings environnementaux ou encore qui sont très éloignées. Est-ce qu'il y a un devoir de pédagogie? Comment ça se passe? Alors, effectivement, on voit quand même beaucoup d'entreprises qui vont volontairement. Donc, c'est une bonne nouvelle. On n'est pas... Mais donc, non, plus sérieusement, aujourd'hui, il y a quand même beaucoup de flou. Le principal sujet, c'est qu'est-ce que je dois reporter et comment. Même pour le reporting CSRD, on a une liste d'indicateurs. En fait, le sujet de comment je fais pour reporter correctement, entre guillemets, est loin d'être évident. Donc ce travail de pédagogie commence déjà par comment je dois mesurer, qu'est-ce que je dois mesurer et surtout comment je vais le communiquer. On sait très bien qu'une même donnée, un même chiffre, selon comment on l'interprète,
Voilà, on peut avoir des discours différents. Donc toute la difficulté va être là. Et effectivement, toute cette pression externe, qu'elle soit réglementaire ou comme on le disait, de la société civile, des investisseurs, c'est quand même des aiguillons qui vont forcer à terme même les plus réticents à le faire. Et aujourd'hui, il y a quand même, et de plus en plus, je pense, dans les entreprises, des départements dédiés au développement durable qui sont au-delà des départements RSE comme on pouvait y avoir effectivement il y a 10 ans en arrière, avec des vrais engagements et ce pilotage qui est là et cette prise de conscience. Après, il faut l'infuser à tous les niveaux de l'organisation et donc tout n'est pas encore fait et rose, mais voilà, on a cette impulsion et on la sent chez beaucoup de nos clients aujourd'hui. Chez CDC Biodiversité, vous accompagnez aussi des entreprises, Antoine? Non, c'était juste un petit mot pour dire qu'en fait, toute cette partie-là est hyper importante. Aujourd'hui, on bute encore un peu. Enfin, il y a quelques entreprises, et là encore, vous en faites partie, qui se projettent, mais sur la transition. Parce qu'en fait, collecter de l'information pour pouvoir reporter, c'est vachement sympa, mais fondamentalement, ça ne change pas le sujet à terme. Et donc, la question du partage de la valeur, le partage du coût de cette transition, c'est une vraie question. Et on voit notamment dans le secteur d'activité de l'agro-industrie, en allant de la grande distrib jusqu'à l'agriculteur, que bon, c'est probablement les secteurs ou le secteur majeur dans lequel les choses sont les plus compliquées, mais en tout cas, on voit bien que c'est pas complètement abouti. Ça va être l'objet, je pense, de la table ronde qui suit, où on va en parler spécifiquement. Puis je pense qu'aussi, Laetitia et Magda, vous avez des choses à dire sur ce sujet. Alors, pourquoi est-ce que le régulateur est arrivé, mais quand on est en train d'imposer des règles, on dit que ça va se déployer là sur les 3 prochaines années, 2024, 2025, 2026. On pense que 2026, voilà, il y aura une forme de maturité. En quoi c'est de nature à accélérer les choses? Parce que moi, je peux mesurer mon impact, ok, je mesure. Au mieux, j'ai réussi à travers, on a dit, des outils, on va dire, de moyenne, ou alors je suis allée chercher une preuve de mon impact. Est-ce que ça m'incite vraiment à mieux faire? Et pourquoi ça m'inciterait à mieux faire? Et là est toute la question. Effectivement, mesurer pour mesurer. Aujourd'hui, on a peu d'entreprises qui viennent pour se mettre en conformité avec la CSRD et qui ne se posent pas la question de qu'est-ce que je vais réellement faire et comment je vais utiliser ça pour piloter. Et le sujet, c'est de se dire... il n'y a pas de... Enfin, désolé pour le... Il n'y a pas de réponse magique sur ça. Ce qui va... peut-être, et on verra si ça se fait, encore une fois, je n'ai pas de boule de cristal, mais cet effet de comparabilité de ce qui va être reporté, non seulement d'une année sur l'autre, mais en plus d'une entreprise à l'autre au sein d'un même secteur, va faire cette pression non seulement sociale des consommateurs, de la société civile, mais aussi des investisseurs. Et ça, c'est aussi, je pense que le secteur financier, par ces décisions d'investissement et par le fait que maintenant ils intègrent ça dans leur politique, et on en parlait de financement, d'octroi de crédit, vont avoir accès massivement à ces données, ce qui était beaucoup plus compliqué aujourd'hui. C'était vraiment compliqué pour les investisseurs d'avoir accès à ces données, des données fiables dans lesquelles ils ont confiance. Là, ils les auront à disposition, entre guillemets. Donc oui, ça sera analysé, il faudra encore faire des espaces de données collaboratifs. Enfin, il y avait des solutions après pour pouvoir faire ça de manière beaucoup plus ouverte. Mais un certain nombre de données, pas toutes évidemment, sera là et sera comparable et sera disponible. Et ça va être une évolution majeure. Est-ce que c'est une évolution qui vous réjouit ou pas pour les entreprises, cette comparabilité? Alors, nous, ça a été dit tout à l'heure, on publie depuis 2013. Donc, déjà, c'est juste dans la logique des choses, tout d'abord. Et en fait, on le voit comme une opportunité. On est hyper favorable à l'arrivée de normes avec un cadrage, avec des standards, avec des définitions. Parce que justement, comme tu viens de le dire, ce sera comparable. Aujourd'hui, on ne peut pas comparer les entreprises entre elles sur un critère, que ce soit l'eau, le climat, la biodiversité, même le sol social. La difficulté à laquelle nous, on est confrontés, c'est que comme on le fait depuis 10 ans, et on veut être stick to the standard, on veut coller au standard, là, on est en train de détricoter, donc c'est moyennement sympathique, parce que l'angle de vue n'est pas exactement le même, parce que la définition n'est pas exactement la même, parce que le scope n'est pas exactement le même, parce qu'il faut découper l'indicateur en deux. Bon voilà, c'est un petit challenge auquel on est confronté pour le moment. On est d'accord, 550 data requirements et certains parlent de plus de 1000. Voilà, quand on est une ETI avec 3 full-time à la RSE, on est content. Alors, mais après, ce que je trouve assez intéressant, c'est que finalement, ça force l'entreprise effectivement à se structurer différemment. C'est-à-dire que
Nous, on est en train, effectivement, c'est un projet qui est porté par finalement trois grandes équipes dans le groupe. Évidemment, les opérations, et ça c'est depuis toujours parce que c'est eux qui vont collecter la data. Mais je dirais qu'il y a une montée en puissance de l'implication de la finance dans cette démarche CSRD qui est très intéressante. Donc en fait, on a les opérations, on a la finance qui va faire le tuyau et puis la RSE qui va faire la courroie. Et donc il faut mettre en place un peu toute cette plomberie qui va être indispensable pour aller chercher toutes ces données. Et puis le rôle de la RSE, c'est ça aussi, c'est d'aller finalement faire la part des choses entre ce qui va être matériel et non matériel pour ne pas noyer les équipes sous finalement trop de reporting va tuer le reporting, donc, ou tuer la transformation justement. Donc l'idée c'est vraiment de concentrer les équipes sur ce qui est vraiment critique pour que finalement ce reporting soit accompagne la transformation du groupe véritablement avec des KPI pertinents. Antoine, dans l'accompagnement que vous faites auprès des entreprises sur la partie biodiversité, est-ce que vous voyez là une accélération justement en ce moment ? Alors nous, il y a un truc qui nous intéresse beaucoup, c'est que la partie impact, je ne vais pas dire elle derrière nous, il y a encore énormément de choses développées, des pressions qui ne sont pas appréhendées correctement, des écosystèmes qu'on ne sait pas traiter, etc. Mais on voit où on va. Et on s'apprête, 2024 sera une année de changement d'échelle, notamment parce que la CSRD va faire qu'on va passer de quelques dizaines d'entreprises à plusieurs centaines, voire plusieurs milliers à terme. Non, ce qui nous intéresse maintenant, c'est de travailler sur la démarche de progrès. Et donc notamment de pouvoir aller chercher... Alors un truc moi que je n'avais pas vu tout de suite, ce n'est pas celui qui m'intéressait le plus de base, mais c'est l'impact évité, et puis évidemment le gain. Mais sauf qu'en fait, on s'aperçoit qu'à partir du moment où une entreprise a son activité, le gain il n'est pas évident à aller chercher, enfin je vais en reparler dans une minute, mais par contre l'impact évité, il est fondamental pour montrer l'effort qui est réalisé. Et si l'effort n'est pas valorisé, bah forcément il s'arrête assez rapidement. Voilà. Donc on a dû et on est en train de pouvoir beaucoup mieux appréhender cette question de la quantification de l'impactivité, notamment avec le GBS. Voilà, la question du gain est clairement sur la table pour toutes les raisons qu'on a évoquées déjà. La première d'entre elles, c'est la poursuite d'atteindre cette ambition de stopper l'érosion de la biodiversité et le bending the curve avec cette ambition de restauration, qu'on retrouve d'ailleurs dans la directive restauration, dans l'alignement de ce qui s'est dit au moment de la COP15, etc. Bon, on voit que de toute façon, pour aller là-dessus, là encore, c'est une autre dimension, une dimension de mesure, hein, je reste dans mon propos, puis une dimension de toute façon qu'on aura abordée, qui est celle du financement et du partage de ces charges, avec un certain nombre de questions qui sont abordées actuellement par les évolutions réglementaires, par les nouveaux modèles économiques. Vous avez certainement entendu parler des certificats biodiversité, etc., qui devraient permettre, dans les milieux agricoles, dans les milieux forestiers, dans les milieux naturels évidemment, de mieux valoriser et donc de mieux rémunérer ce changement de comportement, ce changement de pratique, en n'étant pas simplement dans la production agricole, mais en regardant l'approche globale et le rôle de l'agriculteur sur son territoire. Voilà quelques points. Après, mais comme vous le savez peut-être, la mesure d'impact chez nous, c'est un gros sujet, mais notre métier historique, c'est celui de la restauration écologique. Et donc, on est très présent sur comment on mesure le gain, comment on s'assure de l'additionnalité, le delta entre ce qu'on a obtenu en termes de restauration écologique et la base départ qu'on avait, même si ça paraît être déjà un espace naturel. Alors, on aborde ces questions-là à travers un certain nombre de sujets, l'indice de biodiversité locale, à travers AgriBest, qui est une application qu'on met à disposition des agriculteurs, qui est gratuite et qui leur permet de mieux comprendre la relation entre leurs pratiques et les impacts sur la biodiversité. Et puis ensemble avec Genesis, évidemment ce formidable défi qu'on a relevé sur le programme Nature 2050, qui est basé sur les solutions fondées sur la nature, et qui, parce qu'on va spécifiquement uniformiser le prélèvement et l'analyse, va nous permettre dans la durée de bien s'assurer, faut plutôt bien démontrer que les solutions fondées sur la nature sont de nature justement à apporter des réponses au changement climatique, à la question de l'état des sols, etc., etc. Sur les différents enjeux, parce qu'il y a évidemment le climat, la biodiversité, on parlait de l'eau qui est évidemment un sujet clé. À quel stade de maturité on en est à peu près sur ces différents enjeux environnementaux ? Aurélie ? Effectivement, alors on parle beaucoup de l'environnement et je rajouterais qu'il y a aussi l'aspect social et la gouvernance, mais surtout l'aspect social. Effectivement, le premier focus jusqu'à présent, c'était vraiment le CO2 et les émissions de gaz à effet de serre.
parce que les COP, parce que ça fait longtemps qu'on en parle, on a une prise de conscience, une accélération. Là, et je le vois de manière très marquée, jusqu'à, je dirais même l'année dernière, c'était vraiment quasiment très focalisé CO2. Et depuis cette année, et je pense qu'encore une fois, alors il y a d'autres choses, mais la réglementation y est aussi pour quelque chose, les aspects biodiversité, il y a aussi eu beaucoup plus de bruit autour de la COP biodiversité l'année dernière aussi. Donc là, ça y est, on sent que les sujets biodiversité arrivent. Les sujets ils sont déjà très ancrés chez nos clients industriels. Ils sont déjà fortement engagés sur ces sujets-là. Circulaire économie aussi. Et l'aspect social, je pense qu'aujourd'hui c'est beaucoup moins mature et c'est aussi plus compliqué à mesurer, à démontrer et à prendre des engagements pour beaucoup d'industries. Mais ça va être le prochain défi, effectivement, sur la partie sociale et notamment, encore une fois, effectivement, la CSRD est quand même très exigeante là-dessus, sur ses propres travailleurs, on va dire, mais aussi sur sa chaîne de valeur. Et donc, on va voir qu'il y a un certain nombre d'industries où ça va être plus ou moins compliqué. Ça devient plus compliqué. Voilà. On le disait, on est là pour mesurer, évidemment, obtenir des preuves d'impact, c'est pour agir. Cette action a un coût. Laetitia, on en parlait avant en préparant cette table ronde. Comment est-ce que vous percevez justement, qui va porter ce coût? Est-ce que c'est l'entreprise qui accompagne? Comment ça va se passer? Clairement, nous, on est convaincus que de toute façon, il faut mettre... c'est à nous, je dirais, de mettre les skis dans la pente pour nos partenaires viticulteurs et agriculteurs. Donc, on finance toutes les actions de sensibilisation, d'accompagnement. On leur finance la mesure d'impact. Mais c'est clair qu'on va pas pouvoir non plus tout financer pour eux. Donc, c'est vrai qu'il va arriver un moment où effectivement ce passage à l'échelle ne peut pas être intégralement financé par les entreprises. On est une entreprise cotée, donc on a aussi nous les investisseurs qui regardent notre marge. Donc effectivement, on est un petit peu entre deux chaises là-dessus. On doit le gérer. Et donc effectivement, on attend beaucoup quand même, je dirais aujourd'hui, des pouvoirs publics, des collectivités locales pour qu'ils nous accompagnent dans cette démarche. Nous, par exemple, on est sur la filière cognac. C'est une évidence. Je pense qu'il y a énormément de choses à faire. On est un certain nombre d'acteurs, d'entreprises privées qui regardons dans la même direction. Voilà, je dirais qu'il nous suffit d'un coup de pouce pour finalement embarquer tout le monde et enclencher cette transition avec des coûts partagés. Donc c'est vrai qu'on est un peu dans cette attente de top départ, j'ai envie de dire, même si évidemment, nous, à notre échelle, on fait déjà énormément. On a des programmes, comme on le disait, d'accompagnement pour leur mettre les skis dans la pente. Il faut comprendre que... encore une fois, comme je le disais, on est encore énormément au point zéro. Les agriculteurs, les viticulteurs, ils ne savent pas faire. Donc si demain je leur dis, allez, je te donne une prime si tu me fais du régénératif, il va me regarder, il va me dire, t'es gentil, mais je fais comment du régénératif? Donc voilà, on en est là, on en est à je t'explique et je t'accompagne et je mesure avec toi. Et tout ça, évidemment, pour nous, c'est très important de le financer, en tout cas dans une première partie. Magda? Complètement d'accord. En fait, le changement qu'on doit opérer, que tout l'écosystème doit prendre, enfin ce virage que tout l'écosystème doit prendre, va coûter énormément d'argent. Et donc on a chacun notre part à jouer. À notre échelle, parce que chacun contribue à son échelle, on le fait via les programmes dont on parlait tout à l'heure, c'est nous qui les finançons. On finance effectivement des programmes de reforestation, on finance des programmes d'agriculture régénératrice, on finance des programmes de recherche, enfin bref, on essaie de soutenir ça. On a quand même 3% du chiffre d'affaires qui est dédié à la recherche, c'est plus d'1 milliard d'euros qui est dédié. Et aujourd'hui, en recherche, il n'y a pas de programme qui n'ait pas un volet développement durable dedans, enfin ça fait partie du modèle. C'est des engagements long terme aussi, parce qu'on est quand même loin du monde agricole, mais pourtant là on est allé jusqu'au monde agricole et on prend des engagements long terme avec des coopératives. Donc c'est au minimum du 5 ans, parce que le temps agricole est un temps long. C'est des premiums. On essaie d'activer un certain nombre de leviers. Après, on n'a pas de baguette magique. Et puis le monde agricole, on le découvre. Ça fait 2 ans qu'on commence vraiment à mettre les pieds dedans. Donc
Voilà, En fait, beaucoup d'entreprises comme vous, en fait, vont se reconnecter avec l'agriculture. Juste dire que c'est l'innovation qui est chère. Là, on est vraiment à un moment de bascule, singulièrement sur la question de biodiversité. Le coût d'un bilan biodiversité va passer de quelques dizaines de milliers d'euros à quelques milliers d'euros dans les années qui viennent. Donc, cette partie-là, elle va pouvoir être gérée. Par contre, ce qui va rester coûteux, effectivement, c'est l'action à la parcelle, parce que là, il faudra le faire dans toutes les parcelles, on ne pourra pas le centraliser. Mais rentrons-le dans le modèle économique des entreprises, en gardant bien à l'esprit que de toute façon, cette dépense-là, elle est infiniment inférieure au coût de l'impact du changement climatique et de l'érosion de la biodiversité, pour ne parler que de ces deux limites-là, si on ne fait rien. Donc allons-y sans regret. Je suis d'accord, mais c'est juste une question de temps. En fait, l'investissement, c'est aujourd'hui pour un risque qui se matérialisera. C'est pas mal matériel. Hein. Oui. Sans vouloir aller dans les modèles encore, etc. Je pense qu'il y a un certain nombre d'acteurs qui aujourd'hui sur le terrain trouvent que ça commence à être bien matériel. Vous faites une parfaite transition pour la table ronde qui va suivre, mais avant, je voudrais savoir s'il y a quelques questions dans la salle. Oui. Si tu as un viticulteur aujourd'hui qui est déjà en régénératif, je ne sais pas si tu en as, mais quel type de premium tu es prêt à lui payer? Parce qu'en fait, il va certainement perdre en rendement, mais par contre, en durabilité de sa production, il va nettement gagner. Donc à court terme, il y a peut-être un petit différentiel à financer. Donc je ne sais pas si tu as déjà le cas, mais quel type de premium tu es prêt à payer? En fait, c'est difficile de répondre à ta question parce que on a le cas de ceux qui ne sont pas encore convertis et il y a ceux qui le sont déjà depuis plusieurs années. Et eux, clairement, il y a un premium dans le prix d'achat. Après, c'est une question d'offre et de demande, on est bien d'accord. Mais disons qu'on est en train, c'est une très bonne question et c'est justement exactement le type de calcul et d'analyse qu'on est en train de faire pour voir effectivement en fonction des différents types de cultures, parce que ce premium, c'est pas le même si on parle de champagne, de cognac, de céréales et de même différents types, on va dire, de céréales. Mais effectivement, c'est une très bonne question. Et c'est une analyse qu'on est en train de faire aujourd'hui parce que de toute façon, on sait très bien qu'on l'espère d'ici 5 ou 6 ans. L'idée, c'est que ce coût d'accompagnement qu'on met aujourd'hui va basculer dans un premium prix d'ici quelques années et on espère le plus rapidement possible parce que ça sera un bon signe. Mais aujourd'hui, c'est difficile de donner un chiffre précis. Bonjour à tous. On parle beaucoup de financement, clairement c'est un vrai sujet. Qui va payer? Je ne sais plus qui disait qu'il n'y avait pas forcément beaucoup d'argent magique. Est-ce que l'un des axes ne serait pas le fameux crédit carbone? On parlait de crédit biodiversité, crédit prochainement peut-être sur l'eau, toute une série de crédits liés à l'agriculture régénérative. Est-ce que le crédit carbone n'est pas sous-évalué finalement? Est-ce qu'on ne pourrait pas essayer d'augmenter ce prix du crédit carbone? Tous ces efforts faits par ces agriculteurs qui vont se lancer, qui vont faire des mesures d'agriculture régénérative, il faut bien les financer. Et j'entends tout à fait le sujet des marges. Je suis dans un groupe, c'est pas tout à fait la même activité, mais qui va payer à la fin? Donc est-ce que le crédit carbone ne serait pas un petit peu trop sous-évalué? Alors, je ne suis pas du tout un spécialiste du crédit carbone. Ce qui est évident, c'est qu'en fait, on est sur un marché qui est porté par l'offre et la demande et qu'aujourd'hui, on a toutes les peines du monde à domestiquer, à recréer un peu de souveraineté sur ces questions-là. On l'a vu avec les difficultés que le label bas carbone, le Made in France, a décollé. Plus largement, la question de la juste rémunération que vous posez, effectivement, aujourd'hui, en fait, il n'y a qu'un modèle qui flotte à peu près, c'est celui du bilan carbone. On peut discuter effectivement de la valorisation de la tonne aujourd'hui et peut-être de son éco-conditionnalité en fonction d'où elle vient, de ce qu'elle porte, de ses sous-jacents, des garanties qui sont associées. On voit bien qu'on va avoir une accélération du processus sur la biodiversité, effectivement sur l'eau.
Et je pense qu'assez rapidement, en fait, on va aller vers une forme de certificat, je ne sais pas quoi, environnement, nature, machin, à quelque chose qui embarquera en fait la même chose à la racine, c'est-à-dire la question des services. C'est-à-dire comment je rémunère l'acteur qui investit du temps, de l'argent, etc., dans la restauration écologique, parce qu'on va commencer à manquer cruellement de ces services et que des pans entiers de notre économie ne savent pas soit ni les remplacer, ni financer leur restauration si ce n'est pas fait dès à présent. Donc à mon avis, c'est un petit peu ça le sujet. Après, effectivement, plus il y aura d'acteurs qui vont chercher à réduire leurs émissions, à compenser leurs émissions et à le faire avec un certain niveau d'exigence, plus les acteurs qui le feront avec ambition eux-mêmes seront rémunérés et ça sera l'offre du marché, enfin les lois du marché. Je pense qu'on ne pourra pas tellement s'en départir. On va passer alors à ce moment-là à la dernière conférence. Ah non, Chuck, pardon. Merci, Chuck, de Soil Capital. On parle souvent de financer le coût de la transition. Et je vois ça parfois comme une manière de se créer un obstacle sur des opportunités. Parfois, la transition, elle apporte beaucoup de valeur. Et vous l'avez dit, il y a beaucoup plus de coûts à ne pas faire qu'à faire. Et on parle de rémunération, mais est-ce que la rémunération, c'est pas plutôt que juste financer un coût, ou même peut-être un coût perçu, reconnaître d'abord le fait que l'agriculteur, grâce à ses pratiques, va apporter ou maintenir une valeur considérable dont nous avons tous besoin pour mener notre activité et mener la vie qu'on mène. Est-ce qu'il ne faut pas plutôt mettre une quantification sur cette valeur-là? Et c'est ça qu'il faut payer l'agriculteur, ultimement. Ouais, je veux bien répondre parce que on n'a pas parlé beaucoup de la partie sociale et en fait c'est cet élément-là qui est important. Ça répond pas tout à fait à la question, mais quand même. Dans le précédent programme qui courait de 2013 à 2020, on avait l'obsession des salaires minimums légaux. Voilà, partout dans le monde, dans toute la chaîne de valeur. Alors déjà, c'était pas simple, mais en tout cas, c'était ça l'objectif. Et effectivement, on parlait de faire mieux. Et quand je dis la faire bien, je vous ai dit, c'est un nouveau programme depuis 2020, faire bien, le réel pour le futur. Et là, on a dit, ok, c'est pas suffisant en fait, parce que ce minimum, dans plein d'endroits du monde, il ne permet pas à l'agriculteur de vivre dignement de son travail, de même que des ouvriers un peu partout dans le monde. Et donc là, on est passé, alors c'est un anglicisme, je n'ai pas forcément la bonne traduction en français, qui est le living wage, qui est vraiment d'avoir un salaire qui permet d'en vivre dignement. Alors c'est pas encore fait, c'est un énorme boulot là des acheteurs, parce qu'il faut remonter la chaîne de valeur, il faut avoir cette information-là, il faut travailler avec des opérateurs de terrain, il faut convaincre les fournisseurs, parce que quand on est en rang N, il faut aller chercher le gars qui au final va payer. Et ça, on le fait nous via justement des augmentations de prix, donc ce qu'on appelle des premiums, parce que dès lors que les conditions de travail sont suffisantes, blabla. Mais donc c'est ce shift-là, qui est un petit bout de réponse, mais qui est un début de réponse. Et peut-être pour compléter aussi, en fait, la quantification de ces externalités positives, finalement, elle est faisable et elle sera faite. Encore une fois, désolé, je reviens à la CSRD, mais c'est explicitement marqué dedans. Le sujet, c'est finalement derrière, c'est une fois qu'on a quantifié, et alors et du coup, c'est effectivement le sujet de comment je valorise et comment je monétise ça, parce que finalement, ce n'est pas monétisable. On ne va pas donner des 10 000 euros ou 10 000 euros à un agriculteur qui a un impact positif sur l'environnement. Ça va forcément se traduire, on en parlait tout à l'heure, par un mécanisme de marché où forcément l'agriculteur qui va pouvoir prouver qu'il crée cette valeur et qu'il a une agriculture vraiment respectueuse de l'environnement, de la chaîne d'approvisionnement, peut-être qu'il pourra vendre ses produits plus chers et peut-être qu'on va pouvoir l'acheter parce qu'on aura envie de l'acheter plus cher. Mais ça, c'est des mécanismes de marché et la monétisation de ces externalités positives, si ce n'est pas le marché, quid de la rémunération? Alors soit effectivement c'est l'État qui va donner des incitations, des subventions, soit aussi on pourrait se dire que encore une fois le secteur financier pourrait donner aussi une espèce de climate ou biodiversity weighted asset, climate weighted asset, en donnant des facilités de paiement ou des facilités de trésorerie à certains types d'entreprises. Mais bon, ça c'est des décisions
qui sont, voilà, qui sont compliquées et où il n'y a pas de règles aujourd'hui, hein, clairement. On est encore au balbutiement justement sur ces mécanismes de marché et sur cette rémunération pour services rendus, services environnementaux rendus par les agriculteurs. Alors, dernière question, vraiment, parce que je crois que sinon, là... Oui, l'Europe aujourd'hui vient de proroger l'utilisation du glyphosate pour 10 ans. Alors, on voit tous les efforts que vous faites, extraordinaires, les données, etc. Est-ce que ça ne remet pas tout en cause sur une simple décision politique? Personne ne veut répondre. Ben moi non plus, je pense qu'on est tous à peu près alignés dans la salle sur ce qu'on pense de cet arbitrage. Et je pense que ça ne remet pas tout en cause. Je pense qu'au contraire, ça va permettre de peut-être mieux compter ceux qui continuent dans cette espèce de marche en avant sans se remettre en question, sans questionner leur modèle, leurs pratiques, etc. Et puis ceux qui font un choix qui est aujourd'hui courageux, de fait, puisque économiquement c'est encore plus dur quand la concurrence continue à être aussi forte qu'elle l'était avant avec ce type de produit. Et je pense que là, pour le coup, c'est vraiment une responsabilité qu'il faut qu'on assume tous, voilà, les entreprises et toute la chaîne de valeur. Oui, je pense que ce qui va être intéressant, c'est de voir quelles entreprises, effectivement, comme tu le dis, se fixent des objectifs ambitieux en matière d'herbicides. Et c'est ça qui, finalement, fera la part des choses. Dans le cas de Genesis, c'est là où la mesure est importante. C'est se différencier par la mesure, regarder en fait, et voir si ça a un impact réel, parce qu'il y a une loi, et puis après il y a l'usage réel qui en est fait sur le terrain, et c'est ça ce qui fera la différence. Voilà. Il y avait une autre personne, c'est ça? J'ai une question pour Magda, parce que vous avez parlé de passer de faire mieux à faire juste, et je me demandais si faire juste, ce serait pas peut-être aussi commencer à penser à faire moins et à justement décroître. Je me demandais, est-ce que c'est une logique qui dont on commence à parler dans votre entreprise? Ça tombe bien. Non, sérieusement. Je pense que non, on est une entreprise, donc effectivement, ça fait sourire dans la salle, et en plus on est coté, et en plus on doit démontrer de la performance. Donc, je vais prendre. Alors, j'enlève ma casquette L'Oréal, je prends ma casquette Magda. Non, tant qu'on est dans ce modèle-là, je ne vois pas comment le groupe pourrait le faire. Après, ça n'engage que moi, et j'ai pas adressé moi la question en interne. Peut-être le point de nuance à apporter, c'est qu'il y a aujourd'hui des produits sur lesquels vous, n'importe qui dans la salle, ne voudront pas se passer, quoi. Est-ce que si je vous dis bon ok, on va décroître, donc à partir de demain on se lave plus ni les cheveux ni le corps, on s'hydrate plus, tout à l'heure j'ai cité La Roche-Posay, on a typiquement cette marque-là qui est aussi sur prescription médicale. On accompagne des personnes qui sortent de cancer pour se restaurer la peau, parce qu'elle a quand même pris, quand on a des... Est-ce que ça, demain, on doit l'arrêter, on doit décroître? Là, je ne suis pas sûre. Mais c'est une excellente question. Et ça, c'est ce que je disais, la transformation de tout l'écosystème. Mais voilà, là, c'est ma parole à moi et pas celle du groupe. Merci beaucoup. Et je vais demander à Boris de prendre la suite.